Bonjour à tous. Alors depuis 2015-2016, il y a un projet de réforme qui est sur le feu au niveau de l'Union européenne, à savoir le projet de directive droit d'auteur dans le marché unique numérique. YouTube s'est pas mal enflammé depuis septembre 2018 sur un fameux article 13 qui irait jusqu'à détruire les youtubeurs, à signer leur mise à mort. Alors à mon sens, celui qui va être le plus touché, c'est YouTube, ainsi que toutes les plateformes qui offrent du streaming de vidéos en ligne. Davantage, bien sûr, que les youtubeurs, parce que cette directive, elle prévoit des mesures protectrices vis-à-vis des utilisateurs. On le verra. Mais bon, l'important, c'est pas ce que moi je pense de ce projet de directive. L'important, c'est ce que vous allez en penser. Mais pour que vous en pensiez quelque chose d'intelligent, il faut déjà que vous connaissiez le droit qui est actuellement applicable. Alors, allons-y. YouTube est-il responsable des vidéos mises en ligne? Vous le savez sûrement, sur Internet, il y a plusieurs acteurs. Il y a des utilisateurs, il y a les fournisseurs d'accès Internet, Bouygues Telecom, Free, etc. Il y a aussi les hébergeurs, ceux qui vous offrent la possibilité de stocker du contenu en ligne et les rendra accessibles depuis Internet. Il y a également les éditeurs, ceux qui vont publier des contenus, et les créateurs, ceux qui vont créer les contenus. Bien sûr, souvent sur Internet, le créateur, par exemple le créateur d'une vidéo, c'est lui qui va publier cette vidéo. Sur Internet, on trouve des contenus pédopornographiques, on trouve de la drogue, on trouve des armes, on trouve des photos de vous pendant une soirée un petit peu trop arrosée que vous n'avez pas autorisé. On trouve quoi d'autre? De la contrefaçon, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, on en trouve de différentes sortes de la contrefaçon. Par exemple, on pourrait peut-être trouver sur Pirate Bay ou sur C'est pas bien, Conan le Barbare, à télécharger. On pourrait trouver un épisode de Dragon Ball Z sur YouTube. Mais il y a aussi d'autres formes de contrefaçon. Par exemple, vous utilisez une image que vous avez trouvée sur Internet, ou alors vous mettez 5 secondes d'une musique d'ambiance d'Harry Potter dans votre vidéo. Vous n'avez pas les autorisations, c'est de la contrefaçon. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on peut vous demander de retirer le contenu. Ça, c'est pas encore trop grave. On peut vous demander de dédommager l'auteur. Là, c'est embêtant parce qu'il va falloir ouvrir votre porte-monnaie. Et ensuite, eh bien, vous êtes passible de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Oui, on peut taper sur les doigts des utilisateurs. En théorie. Mais en pratique, c'est extrêmement difficile. Déjà, contrôler autant de personnes, il y a des masses et des masses de personnes à contrôler, ça relève de l'impossible. Ensuite, ceux qui font de la vraie grosse contrefaçon, par exemple qui mettent sur YouTube des films en entier, ou alors qui vont télécharger des séries entières sur des sites de torrent, ceux-là, ils sont pas fous. Ils vont utiliser des proxys pour qu'on puisse pas les identifier. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste les hébergeurs. Cela peut valoir le coup de s'attaquer aux hébergeurs dans la mesure où ils disposent de moyens financiers conséquents, ils sont facilement identifiables, et ils peuvent posséder des technologies leur permettant d'identifier automatiquement les contenus contrefaisants. D'un autre côté, engager leur responsabilité risque de nuire à leur neutralité. Il faut aller rechercher l'article 6 de la loi de 2004, Confiance dans l'économie numérique. Cet article 6 prévoit une responsabilité limitée des fournisseurs d'accès et des hébergeurs. YouTube n'est responsable que s'il a connaissance du fait qu'un contenu soit illicite. Même si c'est terrible, vous ne pouvez pas reprocher à YouTube la présence de contenus pédopornographiques. Quoique, pour le coup, l'hébergeur est censé consacrer des moyens permettant de lutter contre la présence de ces contenus. En revanche, pour les contenus contrefaisants, la seule obligation de la plateforme est de retirer le contenu lorsqu'on le lui notifie comme étant illicite. Alors, quel est le problème? Eh bien, à peine une vidéo a-t-elle été retirée que l'instant d'après, paf, la même vidéo est repostée par un autre utilisateur ou par le même. Ça peut être un utilisateur complètement différent, qui aurait pas utilisé la même vidéo, mais un contenu très semblable. C'est-à-dire, il a utilisé la même œuvre, le même album, mais avec une autre image, par exemple. Une solution pourrait être de dire, à chaque fois dès lors qu'on a notifié une première fois que le contenu était contrefaisant,
YouTube doit non seulement retirer le contenu, mais faire en sorte que plus personne ne puisse uploader, ne puisse mettre en ligne une vidéo du même genre. Que plus personne ne puisse mettre en ligne une vidéo qui présente le même contenu contrefaisant. Est-ce qu'on peut exiger ça de YouTube? L'article 6 de la loi de 2004 que l'on vient de voir nous dit juste qu'on ne peut imposer à l'hébergeur une obligation générale de surveillance. On ne peut pas demander à YouTube, par exemple, de vérifier l'intégralité des contenus qui sont mis en ligne par les utilisateurs pour trier d'un côté ceux qui sont contrefaisants, de l'autre ceux qui ne sont pas contrefaisants. Mais l'argument ici, c'est de dire, on n'est pas en train de demander à YouTube de vérifier tous les contenus. On lui demande juste de vérifier que dans tous ces contenus, il n'y ait pas cette œuvre, précisément. Ou alors qu'il n'y ait pas cette vidéo, précisément. Et de faire en sorte que personne ne puisse la mettre en ligne à nouveau. En France, quand la loi n'est pas assez précise, c'est le juge qui l'interprète. Et la mission de la Cour de cassation, justement, c'est d'harmoniser l'interprétation de la loi. Autrement dit, si la loi n'est pas assez précise, on pose la question à la Cour de cassation. Justement, la Cour de cassation nous donne une réponse dans une série d'arrêts rendus en 2012. C'était une affaire qui mettait en cause notamment Google Images et Google Vidéo. Selon la Cour de cassation, puisqu'on ne peut pas imposer une obligation générale de surveillance à Google, article 6 de la loi de 2004, alors on ne peut pas obliger à empêcher toute remise en ligne du contenu. Donc, la personne qui prétend avoir des droits sur un morceau de vidéo doit envoyer une notification à YouTube à chaque fois que quelqu'un poste une vidéo. Seuls les hébergeurs peuvent bénéficier de cette responsabilité limitée. D'où la grande question, YouTube est-il un hébergeur? La question n'est pas si facile que ça. Parce que notre article 6, encore une fois, il ne nous définit pas l'hébergeur. Il ne nous dit pas exactement ce qu'est un hébergeur. YouTube propose une solution de stockage de vidéos en ligne et fait en sorte que ces vidéos soient accessibles depuis Internet. Ça correspond plutôt bien à la définition. Mais au-delà de ça, si sur ma plateforme de vidéo, je propose des fonctionnalités d'édition, des fonctionnalités pour reformater les vidéos, des fonctionnalités pour mettre des sous-titres, est-ce que là, je reste dans mon rôle de simple hébergeur? Pareillement, est-ce que si je dis aux utilisateurs « Allez voir la vidéo de machin, vous verrez, c'est super » ou « Vous aimez telle chaîne de vidéo, allez voir donc telle autre chaîne de vidéo, c'est un contenu très proche, vous verrez, c'est sympa. » Bon. Et enfin, si je gère un service de publicité et que je mets des spots publicitaires avant, pendant, après la vidéo ou des spots publicitaires en guise de bannière sur les côtés, est-ce que je suis toujours dans un simple rôle d'hébergeur? D'autant plus que sur YouTube, par exemple, les vidéos sont contextualisées. C'est-à-dire que si la vidéo concerne des jeux vidéo, on va vous proposer en publicité des jeux comme Hearthstone ou alors comme World of Tanks. Encore une fois, c'est la Cour de cassation qui nous répond en 2011, dans une affaire qui mettait en cause Dailymotion. Le fait que Dailymotion gère la publicité ne fait pas de lui l'éditeur de la vidéo. Il n'a pas les maîtrises du contenu posté. Ce n'est pas parce que Dailymotion gère les espaces et les spots publicitaires que nécessairement il a connaissance du caractère illicite des contenus postés. Quant aux fonctionnalités d'édition ou d'indexation des vidéos proposées par une plateforme comme Dailymotion ou comme YouTube, il s'agirait de simples prestations techniques liées au statut d'hébergeur. La Cour de cassation précise que la Cour d'appel a exactement déduit. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le travail de la Cour de cassation est de nous dire comment interpréter le droit. Mais elle ne fait pas du cas par cas. Le cas par cas, c'est le travail des autres juges. Quand les autres juges ont correctement fait leur travail, la Cour de cassation peut se contenter de dire « c'est pas faux ». Là, elle nous dit « c'est exact ». Ça veut dire qu'elle est parfaitement d'accord avec le juge sur son interprétation des faits. C'est exact de dire que Dailymotion n'a pas connaissance du contenu illicite, des contenus illicites
du seul fait qu'il gère la publicité. C'est exact de dire que les fonctionnalités d'édition et d'indexation ne sont que de simples prestations techniques liées au statut d'hébergeur. C'est donc une expression extrêmement forte qui protège considérablement l'hébergeur. Plus tard, dans une affaire qui concernait eBay, la jurisprudence nous a redonné du grain à moudre. La Cour de justice, dans un arrêt de 2011, puis la Cour de cassation, dans 3 arrêts de 2012, ont défini un critère plus ou moins clair pour savoir si oui ou non, l'hébergeur pouvait bénéficier d'une responsabilité limitée. Le critère, c'est le rôle actif de la plateforme. Est-ce que YouTube, est-ce que Dailymotion, est-ce que eBay ont un rôle actif? Si on analyse un petit peu l'arrêt de 2012, l'arrêt eBay, on peut remarquer que eBay donnait des conseils d'optimisation des ventes aux différents vendeurs, en leur disant voilà, vous devriez définir ou décrire les objets de telle ou telle façon pour mieux vendre. Vous pouvez aussi bénéficier d'assistants vendeurs. Enfin, eBay envoyait des messages spontanés à l'attention des acheteurs en leur disant vous vous êtes intéressé à tel contenu, vous vous êtes intéressé à tel produit, eh bien allez donc voir tel autre produit qui est similaire ou qui est identique. Dans ce cas-là, eBay ne se contente pas de son rôle d'hébergeur. eBay a joué un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance et le contrôle des données qu'elle stockait et à le priver du régime exonératoire de la loi de 2004. En conclusion, si l'hébergeur a un rôle actif dans la diffusion du contenu, par exemple il en fait la promotion, dans ce cas-là, il ne peut pas prétendre ignorer le caractère illicite du contenu qu'il propose. Il ne peut pas dire « Ah je ne savais pas que dans telle vidéo il y avait du contenu, qu'il y avait une musique ou qu'il y avait un album. » Par contre, s'il a un rôle purement passif, dans ce cas-là, il bénéficie de la responsabilité limitée. Tout ce qu'on peut exiger de lui, c'est qu'il retire le contenu quand on le lui notifie comme étant illicite. Quelle est la position de YouTube? Le problème de YouTube, c'est que, en quelque sorte, ils font la promotion de certaines vidéos. Sur votre page d'accueil YouTube, ils vont vous dire « Allez voir telle vidéo qui a fait beaucoup de vues » ou allez voir telle autre vidéo, c'est un sujet qui vous intéresse d'habitude. Pareillement, si vous allez voir une vidéo, on vous en propose spontanément une autre qui est sur un sujet semblable ou un sujet identique. Et si vous aimez une chaîne de vidéos, on va vous proposer une chaîne de vidéos qui est assez proche. Du coup, il y a une sorte de spontanéité dans la proposition des vidéos. Et on pourrait considérer que YouTube en fait la promotion. D'un autre côté, tout ça est géré de manière purement algorithmique. Bien sûr, c'est peut-être moi qui surinterprète la loi et la jurisprudence. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas le seul. En effet, le projet de directive droit d'auteur dans le marché unique numérique, dans sa version de 2016, va dans mon sens. Il faut se référer au considérant. Un considérant sert simplement à expliquer pourquoi une nouvelle directive est nécessaire. Le considérant 38 nous explique que les plateformes comme YouTube sont tenues de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de la responsabilité limitée propre aux hébergeurs. En ce qui concerne la responsabilité limitée des hébergeurs, il y a lieu de vérifier si le prestataire de service joue un rôle actif, si YouTube optimise la présentation des vidéos ou en assure la promotion. Tout ce qu'on peut en retenir, c'est que YouTube est dans une situation délicate, dangereuse même, parce que d'un côté, elle pourrait prétendre bénéficier de l'article 6 en disant « je suis simplement hébergeur », d'un autre, on pourrait lui refuser le bénéfice de cette responsabilité limitée en lui disant « non, vous faites de la promotion des différentes vidéos ». À mon sens, c'est ce qui justifie que depuis quelque temps, YouTube signe des accords avec les grands groupes, avec Universal ou avec les sociétés de gestion collective comme la SACEM. Alors YouTube, rôle actif ou rôle passif? Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que YouTube fait juste de l'hébergement ou est-ce qu'il fait également de la promotion des vidéos? Dites-moi également s'il y a un thème que vous souhaiteriez que j'aborde en droit. Enfin, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons Content ID. Nous essaierons de voir si la démonétisation de certaines vidéos Google est licite ou non. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt.